On accueille tout de suite Stéphane Ravier. Stéphane Ravier, vous êtes sénateur, ancien membre de Reconquête. Vous êtes également un proche de Marion Maréchal. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir. Eh bien, le plaisir est tout à fait partagé. Vous avez ramené le soleil, j'espère, parce que là... Non, parce que vous seriez tenté de le garder. Donc je préfère le laisser chez nous. Et Manifestement, vous en avez besoin. Non, on a besoin, parce que là, on va, comme disait Guillaume il y a un instant, on va se prendre toute la pluie d'un mois là. On entre tout de suite dans le vif du sujet, Monsieur Ravier. Lors d'une action de votre mouvement Défends Marseille, c'était samedi dernier, vos militants ont déployé une affiche montrant Philippines face à la file d'attente pour un concert de SOS Méditerranée. On écoute. Niquez vos mères, frère! Niquez vos mères! C'est vous qui nous battez sur le gaz! Stéphane Ravier, bonjour. Est-ce que c'est vos militants, vos soutiens de Défends Marseille qui finalement devraient, eux, être sous OQTF ? C'est ça, oui. Ce sont les seuls Français qui devraient quitter la France aujourd'hui. Ce sont eux qui ne sont plus les bienvenus dans leur propre pays. Donc Défends Marseille, oui, c'est la branche... non pas armés, mais la branche jeune. Ils ne sont armés que de cols, d'affiches et de banderoles, armés de leurs idées et de leur courage. Ils avaient déjà déployé il y a quelques mois une banderole déjà à l'occasion d'un concert dont les profits étaient destinés à SOS Méditerranée. Ils avaient déployé une banderole qu'ils retournent en Afrique avec des guillemets reprenant une déclaration à l'Assemblée nationale d'un député. Ils avaient passé 48 heures en garde à vue. 48 heures en garde à vue, perquisition de leur voiture, de leur domicile pour une banderole. Vous voyez comme quoi l'appareil d'État, quand il sait se mettre en action, il peut le faire. Et bien là, j'allais dire, ils ont récidivé. C'est encore une démarche militante pour rappeler que l'immigration, eh bien, la politique d'immigration tue. Elle tue la jeunesse de France. Pour avoir écrit ça d'ailleurs dans un tweet, j'ai été traîné devant les tribunaux, mais j'ai quand même gagné. Oui, vous avez été relaxé aussi dans une autre affaire. J'ai été relaxé, mais je dirais les pouvoirs publics ça donne à la persécution de ceux qui n'entrent pas dans le cadre du soutien à l'immigration. Au contraire, la critique, c'est notre droit, c'est même notre devoir. C'est ce qu'ont fait à nouveau les militants de Défends Marseille et je m'en réjouis, je les félicite. Alors justement, pour bien recontextualiser pour nos auditeurs, donc ces militants ont déployé une banderole montrant le visage de Philippines, cette jeune fille tuée par un migrant sous OQTF, en face d'un concert de SOS Méditerranée en partenariat avec la ville de Marseille. SOS Méditerranée, on le rappelle, fait partie des associations qui bénéficient aujourd'hui quasiment d'1 milliard d'euros d'argent public quand on prend toutes les associations. Alors SOS Méditerranée finalement œuvre à cet accueil des migrants à Marseille. Est-ce que Marseille devient le laboratoire d'une forme de grand remplacement ? SOS Méditerranée qui a son siège à Marseille, SOS Méditerranée dont le bateau, l'Ocean Viking, participe à ce qu'il est appelé le sauvetage des clandestins qui essaient de traverser la Méditerranée, et SOS Méditerranée qui contribue à gêner le travail des gardes-côtes libyens et qui récupère donc à son bord ces clandestins et qui les achemine en Europe et en particulier en France. Alors qu'ils soient sauvés sans doute, je préférerais qu'ils le soient par les gardes-côtes libyens de manière à ce que ces clandestins rejoignent les côtes africaines plutôt qu'européennes et françaises en particulier. Donc SOS Méditerranée, dont le financement, pour qui le financement ne manque pas, puisqu'ils ont plus de 6 millions d'euros en caisse, eh bien ça n'empêche pas le maire de Marseille d'attribuer, il y a encore quelques semaines, au conseil municipal, une subvention de 130 000 euros, 130 000 euros en direction d'SOS Méditerranée, et qui donc participe, parce que ces clandestins sont débarqués sur nos côtes varoises ou bucco-rhodaniennes, participe à ce phénomène, à cette réalité du grand remplacement. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, à Marseille en particulier. Comment on peut arrêter SOS Méditerranée ? Vous imaginez bien que même si on arrête le financement public, il y aura toujours des financements privés. Oui, M. Soros participe en particulier et très généreux. Eh bien, il faut permettre aux gardes-côtes libyens de faire leur travail. Il faut démanteler
démanteler les réseaux de passeurs qui évidemment sont des réseaux mafieux et qui acheminent jusqu'aux embarcations de fortune et ces clandestins. Et puis l'action d'SOS Méditerranée doit être contrôlée parce qu'il est arrivé dans plusieurs cas que le port le plus proche, le port le plus sûr, n'était pas un port européen, mais un port africain, en particulier tunisien, que je sache, la Tunisie n'est pas en guerre, est un pays sûr, et pourtant SOS Méditerranée continue à en avoir pour seul, je dirais, horizon et port, des ports français. Donc c'est à l'État français, au gouvernement français, à siffler la fin de la récréation, la fin de cette anarchie qui, encore une fois, se traduit par le débarquement sur nos côtes de centaines de milliers d'individus qu'il faudra assister en tout, en logement, en éducation, en santé, etc. Nous n'en avons plus les moyens, en plus évidemment de l'aggravation de la situation identitaire de notre pays, et de Marseille en particulier, dont le caractère provençal et français est de moins en moins évident. Alors, ces militants, on peut les appeler comme ça, de SOS Méditerranée, qui attendaient pour ce concert, ont hué, sifflé, parce qu'il y avait le visage de Philippine sur cette affiche. Finalement, on se pose la question, pourquoi une partie de la gauche déteste Philippine ? C'est l'ethno-masochisme porté à son paroxysme, la haine de soi, parce que Philippine, c'est l'exact inverse de ce qu'incarne la gauche. La gauche, c'est le multiculturalisme, l'immigrationnisme, le déracinement, le nomadisme. Eh bien, Philippine, c'est tout à fait le contraire. C'est une Française libre, chrétienne, scout, hétérosexuelle. Bon, voilà, tout ce que la gauche déteste, eh bien, elle le clame encore après la mort atroce de Philippine. Et cette gauche n'a vraiment aucune limite dans l'horreur. Et Jordan, tu as visité le centre de rétention administrative de Marseille avec le député UDR Géraud Verny et tu as été tout simplement scandalisé, l'un comme l'autre, car il faut le dire, c'est un enfer. Pas pour les retenus comme on pourrait le croire, mais pour les policiers notamment et les infirmières. On écoute tout de suite un de leurs témoignages. La dernière fois, il est passé le juge de liberté. Ils sont venus dans l'Espagne. Et il y a un monsieur, d'ailleurs, il est en garde à vue parce qu'il a insulté le magistrat. Ce monsieur m'a traité de sale française, va brûler en enfer. Et vous avez déposé plainte ou pas ? Non, je n'ai pas déposé plainte, sachant que j'ai déjà eu une plainte en cours pour un coup de poing dans un bras. J'étais là avec le médecin, je faisais un pansement, j'avais le bistouri à la main. Il y en a un qui est venu qui m'a donné un coup de poing bien costaud. J'ai failli me prendre le bistouri que j'avais à la main dans l'œil. Le pêcheur, c'est pas de sa faute. Il est psychiatre. Alors, il est édifiant ce témoignage des deux infirmières que nous avons pu rencontrer avec le député UDR Géraud Verny, qui nous a permis de visiter ce centre de rétention administrative. Elles disent nous avons, lors d'un contrôle du juge des libertés, été traités par un homme de sale française, de sale blanche, va brûler en enfer. Et elle n'a pas porté plainte, cette infirmière, parce qu'elle a déjà déposé une plainte pour un homme qui a failli lui retourner son bistouri contre elle, la violenter. Et elle nous décrivait finalement une situation apocalyptique quasiment dans ce CRA où, par ailleurs, je l'explique dans le dossier de Chatpage pour Frontières, où on a l'impression que les plateaux repas sont mieux que dans certains EHPAD ou hôpitaux publics. Ils disposent d'une télévision, d'un baby-food, d'un téléphone qui leur est offert à leur arrivée. Est-ce que finalement ce CRA, c'est un hôtel pour clandestins irréguliers ? Ce CRA, je le connais bien, dans le 14e arrondissement de Marseille, le quartier du Canet. Je m'y suis rendu à plusieurs reprises et j'ai pu moi-même constater à chaque fois que les vrais incarcérés, ce sont les policiers et les infirmières. C'est eux qui vivent une situation dramatique en raison de la violence de ces clandestins. Les policiers me disaient, qui sont des anciens dans la boutique, me disaient, il y a quelques années, les clandestins, c'était des types qui travaillaient sur les chantiers, des maçons. Voilà, ils étaient appréhendés. Il y avait de leur part aucune violence. Ils comprenaient qu'ils étaient en situation irrégulière. Ils acceptaient la sanction, ils rentraient chez eux. Souvent, ils revenaient en raison déjà du laxisme. Mais il n'y avait pas de violence. Là, aujourd'hui, les policiers et les infirmières m'ont affirmé que ils avaient affaire à des individus qui n'ont absolument rien à voir avec ce monde-là, qui sont dans l'hyperviolence, sont des trafiquants de drogue, des voleurs, des violeurs, voire des assassins. Pédophiles pour certains sont complètement camés et sont complètement azimutés.
il y a eu un reportage de Livre Noir à l'époque, où je suis dans la cour au milieu de ces détenus, et on voit bien, alors il ne faut pas juger au faciès, mais on voit quand même qu'ils sont complètement azimutés et qu'on ne peut rien en faire. Eh bien, la violence, elle s'exprime aussi dans ces centres de rétention. Et y compris envers les infirmières qui sont victimes de ce racisme qui se développe dans notre pays depuis longtemps, parce qu'il y a du racisme, c'est le racisme anti-français, le racisme anti-blanc et le racisme anti-chrétien, qui s'exprime librement, qui n'est évidemment pas condamné. Alors des plaintes sont déposées et malheureusement elles sont rarement suivies de condamnation. Alors on va préciser simplement par honnêteté, attention, tous les OQTF ne sont pas forcément des délinquants, beaucoup en sont pour la majorité, mais ce qui est intéressant dans le CRA de Marseille, c'est que tous ceux qui sont là pour une obligation de quitter le territoire français le sont tous pour une menace à l'ordre public. Alors dans ce contexte, Bruno Retailleau proposait de prolonger parfois jusqu'à 210 jours la rétention parce que on doit attendre le temps qu'on ait un laissez-passer consulaire. Mais est-ce que dans ces conditions, avec les menaces sur les infirmières, avec des menaces sur les policiers, est-ce qu'on peut les maintenir 3 fois plus de temps dans ces CRA? Il vaut mieux les maintenir dans ce CRA plutôt que de les relâcher dans la nature. Alors évidemment, ce sont les infirmières et les policiers qui sont exposés. C'est pour cela qu'il faut leur donner plus de moyens, qu'il faut les protéger. La priorité, c'est pas nécessairement de protéger ces clandestins. Alors ils doivent être traités de façon humaine, bien sûr, mais effectivement, ils bénéficient de moyens matériels, de plateaux repas, que nos agriculteurs ne peuvent même plus se payer, que nos étudiants ne peuvent pas se payer. Oui, parce qu'un OQTF en CRA, ça coûte 602 € par jour, c'est plus que le revenu moyen d'un agriculteur en France. Payé par le contribuable. 600 € par jour, payé par le contribuable. Et dans les CRA, il y a des associations qui sont là pour leur faire connaître leurs droits, des associations qui sont, j'allais dire, recrutées ou retenues à l'occasion par le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, le ministère de l'Intérieur paye les policiers pour arrêter des clandestins, et ensuite le ministère de l'Intérieur paye des associations pour que ces associations fassent tout pour empêcher l'expulsion de ces clandestins. Mais le ministère de l'Intérieur, c'est vous, c'est moi, ce sont les contribuables. Donc 200 jours, 200, 300 jours s'il le faut, parce que ce sont des individus, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, en tout cas un certain nombre, dangereux, et il faut que le législateur, dont je fais partie, les législateurs prennent des mesures pour protéger les Français. Voilà, c'est la priorité des priorités, c'est celle-là, en attendant que nous tordions le bras des services consulaires des pays concernés, parce qu'il y en a assez de courber les chines devant ces pays qui refusent de prendre leurs clandestins. Et Monsieur Ravier, c'est intéressant, vous parliez des associations, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait été ensemble au centre de rétention administrative. Ils insultaient les associations, ils disaient c'est des putes. Pardon. Ils insultaient de tous les noms. C'est assez étrange puisque ces associations font tout pour ces clandestins. En revanche, les clandestins leur crachent littéralement dessus. Non, mais pour certains, ils sont tellement azimutés, ils sont tellement le cerveau à l'envers, on va dire, ils sont tellement dans la violence permanente qu'ils ne font plus de distinction entre ceux qui sont là pour les aider, pour les expulser, et ceux qui sont là pour empêcher l'expulsion. Voilà, donc ils sont totalement incontrôlables, ils n'ont vraiment rien à faire sur le territoire français. Et c'est ce que disait aussi le député LDR Jérôme Verny qui était sur place. Il disait à ces associations, finalement, vous êtes en train de défaire sur place que les législateurs essayent de faire, et elle nous répondait qu'elle n'était absolument pas militante, qu'elles avaient répondu simplement à l'offre d'emploi parce qu'elle était intéressante dans un bureau de moins de 10 mètres carrés sans fenêtre. On imagine bien qu'il y a quand même quelques valeurs et de l'idéologie derrière ça. On a pu voir les tableaux qui regroupent l'ensemble des nationalités des retenus qui sont présents, pour la plupart des Marocains, des Algériens, et on constate que le pays qui ne donne aucun laissez-passer consulaire, je crois que c'est 2000 sur 200 000 ressortissants, c'est l'Algérie. Comment on peut forcer l'Algérie à nous donner des laissez-passer consulaires qui permettraient de leur renvoyer leurs ressortissants? C'est vrai que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait savoir qu'il donne quelques chiffres là. On accorde à l'Algérie 200 000 visas et elle accepte de nous délivrer 2000 laissez-passer consulaires. Alors c'est pas pour ça qu'ils ne reviendront jamais en plus. Donc l'Algérie, comme le Mali, comme d'autres pays, mais l'Algérie en tête, c'est vrai que c'est celui qui pose le plus de problèmes, une fin de non-recevoir, et puisqu'ils ne souhaitent pas accueillir ou récupérer leurs clandestins,
eh bien on les garde, parce qu'il n'y a pas de la part de la volonté du gouvernement français, des gouvernements, d'entamer un bras de fer. Il faut entamer un bras de fer diplomatique avec toute la dialectique diplomatique justement, mais qui en réalité consiste à forcer le gouvernement algérien. Et comment y parvient-on? Écoutez, on peut lui expliquer que parmi les centaines de milliers, voire les millions d'Algériens qui sont chez nous et qui pour certains travaillent et qui envoient l'argent au pays, eh bien on va réduire ces transferts d'argent de 50%. Puis on fera le point dans 6 mois. Pour les étudiants qui viennent par milliers, qui quelquefois étudient pendant 30 ans sans avoir aucun diplôme, eh bien on va leur expliquer que s'ils veulent continuer à envoyer des étudiants, eh bien il faut qu'ils acceptent de délivrer des laissez-passer consulaires. C'est du donnant-donnant. Voilà. Mais ça nécessite un peu de courage, un peu... Est-ce qu'on revient sur l'aide au développement de 800 millions d'euros vous avez vu cette polémique autour des chiffres donnés par Sarat Nafo qui finalement s'est vu donner raison, puisque l'Algérie a retiré, en tout cas la plainte n'a pas abouti. Est-ce qu'on revient sur cette aide au développement? Il faut utiliser tous les moyens de pression pour que une situation soit, j'allais dire, assainie. Quel pays accepte une telle anarchie? Surtout pas l'Algérie. C'est l'Algérie. Je crois qu'on a presque un exemple à prendre en matière de gestion de l'immigration clandestine. Il ne s'embarrasse pas de détails, il ne s'embarrasse pas de droits de l'homme. Les clandestins africains subsahariens, il les jette à la frontière. Il les jette à la frontière du désert. Alors, c'est peut-être pas une méthode à suivre parfaitement, mais en tout cas, ils prennent des mesures énergiques, coercitives, et ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison que nous n'imitions pas l'Algérie dans ce domaine-là. Alors, nos auditeurs pourront voir dans notre documentaire sur le CERA de Marseille un débat entre, en tout cas, une accroche entre le député Géraud Verny et un des jeunes du centre de rétention administrative qui lui disait « Je ne comprends pas ce que je fais ici. Je n'ai jamais fait de criminel, je n'ai fait que du correctionnel. » Comme si ce n'était pas grave de ne faire que du correctionnel. Et il lui dit, je suis parfaitement français. Sauf que quand on lui pose la question, eh bien, il n'a pas ses papiers. D'ailleurs, dans les CRA, il n'y a que des étrangers, donc il ne peut pas être français. Le député repart bras ballants, dépité de cette situation. Et le jeune lui crie, je connais, moi, des tueurs à gages à Marseille qui, eux, sont toujours en liberté. Et je crois qu'on a un son à ce sujet. Et oui, Jordan. Alors, à Marseille, il y a ceux qui sont retenus, mais il y a aussi ceux qui sont en liberté, comme ces tueurs à gages. Ce vendredi 4 octobre, un adolescent de 14 ans a été arrêté à Marseille pour avoir tué un chauffeur VTC d'une balle dans la tête. Il avait été engagé par un membre du gang DZ Mafia pour venger le meurtre d'un jeune de 15 ans. On écoute la réaction de Rudy Mana, responsable du syndicat Alliance Police Nationale. Vous savez, des films d'horreur à Marseille, moi ça fait 23 ans que j'y travaille, j'en ai vu des films d'horreur à Marseille, mais alors celui-là, on a atteint le paroxysme de l'horreur. Un gamin de 14 ans qui met une balle dans la tête par derrière à un chauffeur Uber honnête qui travaillait de nuit pour arrondir ses fins de mois, tout simplement parce qu'il n'a pas voulu l'attendre sur un endroit où il voulait commettre un meurtre. Alors, Rudy Mana, qui était chez nos confrères de CNews, ça rappelle cette tragique histoire à Grenoble d'un agent des services publics qui avait voulu s'interposer, qui a pris aussi une balle comme ça. Là, c'est un chauffeur Uber, père de famille, qui perd la vie à cause d'une erreur, a priori. Alors, on croit rêver d'abord parce qu'on a des actes commandités depuis des cellules de prison sur un enfant de 14 ans qui doit tuer un homme et qui ne tue pas le bon. Ça nous rappelle, souvenez-vous, Mohamed Amra, l'évadé du fourgon d'Interville qui commanditait des actes depuis sa cellule. Est-ce que c'est ça la réalité de Marseille? C'est devenu un film d'horreur, comme le dit Rudy Mana? Oui, on finirait presque par s'y habituer. Les règlements de compte à Marseille, ça ne fait ni chaud ni froid aux Marseillais. Là, il y a évidemment une situation particulière où les adolescents ne sont plus dans le trafic de façon classique, en étant des guetteurs ou en étant des vendeurs. Ils sont de l'autre côté du canon et ils deviennent des assassins. Alors effectivement, on recrute de la prison de Luynes que j'ai visité il y a quelques mois, et les gardiens me faisaient savoir à quel point il manquait de moyens humains, et qui n'avaient pas donc la possibilité de contrôler toutes les cellules. L'adjoint à la jeunesse du maire de Marseille, adjoint socialiste, a fait part de son idée là, de sa volonté de contrôler les réseaux sociaux pour qu'il n'y ait plus ce genre de
recrutement. Le problème, c'est le réseau social, c'est pas celui qui l'utilise, ou les conditions dans lesquelles il l'utilise. Il y a évidemment du travail à faire dans l'administration pénitentiaire, mais à Marseille, c'est devenu effectivement une situation tout à fait incontrôlable parce qu'on ne veut pas, on ne se donne pas les moyens de la contrôler. Il y a une ambiance à la mexicaine par le nombre de tués. Je vais vous demander, est-ce que Marseille est devenu le nouveau Mexique ? Et les méthodes les plus sauvages et les plus barbares, peut-être même plus sauvages encore qu'au Mexique. Mais bon, quand vous importez le tiers-monde, il ne faut pas vous étonner d'en subir les méthodes en matière de criminalité. Mais là, Stéphane Ravier, le sujet, il est civilisationnel, il est presque éducationnel. Vous avez des enfants en bas âge. Est-ce que vous imaginez qu'à 14 ans, vos enfants puissent commettre ça ? Non, donc il y a une question de parentalité, il y a une question d'école. Comment on peut mettre des leviers qui empêcheraient ces crimes-là ? Il faut responsabiliser les parents, évidemment. Lorsqu'un gamin est dans le circuit du stup, il n'est pas à l'école. L'éducation nationale doit signaler aux parents l'absence du gamin. Si les parents ne réagissent pas, eh bien, ils doivent être sanctionnés. On doit retirer leurs allocations familiales, on doit retirer le logement social dont ils bénéficient souvent. Il y a des mesures coercitives encore à prendre. Les gamins, la pénalisation des mineurs, la loi sur la pénalisation doit être revue. On n'est plus dans les années 50. Vous voyez bien que cette jeunesse est de plus en plus violente. Et de plus en plus jeune à être violente, à être hyper violente. Il faut donc adapter notre droit. Il y a des mesures encore à prendre. Il faut revoir l'état de droit. Il faut revoir l'état de droit en changeant le droit. Alors le ministre de l'Intérieur a un discours incisif, offensif. Nous n'attendons plus d'ailleurs. Nous souhaitons, nous exigeons des actes. Vous lui faites confiance à Bruno Retailleau, vous le connaissez ? Oui, je le connais au Sénat. Oui. Si on se contentait, ou si on se contente de ces discours, mais on serait presque amené à applaudir, à signer. Mais il y a le vote, il y a les votes du Sénat et de son groupe dont il a été le président, et qui ont été trop souvent décevants. Alors, vous parliez de la situation à Marseille. On a reçu à notre antenne vendredi avec notre journaliste Diaren Schnorokian, Xavier Roffer, criminologue, qui explique que quand l'État veut, l'État peut. Emmanuel Macron était venu à Marseille il y a quelques mois pour une opération Place Nette. Finalement, c'est une opération qui n'a servi à rien, qui a fait pchit. Écoutez, cette opération Place Nette, elle a pour symbole la cité dite de la Castellane dans le 15e arrondissement, la cité de Zinedine Zidane. Vous voyez à quel point c'est la cité de référence. Eh bien, les habitants vous diront que ça n'a absolument rien changé. S'il y avait eu une efficacité dans l'action du ministre de l'Intérieur, et Xavier Roffer a apporté cette référence, moi j'écoute beaucoup Xavier Roffer parce que c'est un criminologue, c'est pas un politique. Il n'a aucun intérêt électoral à tenir tel ou tel discours, il vous dit la réalité des choses. Donc il vous dirait que il y a un élément qui montre l'efficacité ou pas de l'action du ministre de l'Intérieur. C'est le coût d'une barrette de shit ou le coût du gramme de cocaïne. Est-ce que le prix a baissé ? Quand le prix baisse, ça veut dire que le produit, la quantité de produit se raréfie en raison justement de l'action de la police. Or, le prix ne cesse de baisser. À Marseille, c'est 50-60 euros le gramme de cocaïne. Ça veut dire qu'il y a tellement de stock que c'est la loi de l'offre et de la demande. L'offre continue à être tellement importante que les prix continuent de baisser, ce qui montre que les déclarations du ministre de l'Intérieur restent dans le déclaratif et que dans la réalité du trafic, le trafic se porte. On ne peut mieux. La preuve, c'est qu'on se prend à coups de calache, non pas en raison de la raréfaction, mais en raison de l'importance du gain. C'est 50 000 euros jour de chiffre d'affaires pour les points les plus importants. Donc la réalité, c'est celle-là. La France étant devenue le pays premier importateur de cocaïne en Europe, et on a vu arriver le crack à Marseille. Ça y est, oui, depuis quelques mois, le crack est là. Donc, voilà, parce qu'il n'y a aucun contrôle, parce qu'il n'y a aucune prise en compte plus large que ce qui se passe dans la rue à Marseille. Une fois que c'est dans la rue, c'est trop tard. Il y a évidemment des actions à mener en amont qui ne le sont pas, des actions à mener en aval par l'expulsion des trafiquants. C'est 62% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers. Ce chiffre ne peut pas être moindre dans le trafic de stupes. Eh bien, on n'évoque jamais pourtant la nécessité urgente que d'expulser les trafiquants. Donc, ça mouline et
ça mouline. Les policiers font un travail extraordinaire. Moi, je tire mon chapeau parce que vraiment, ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Mais la réalité de l'action coercitive ou la nécessité de l'action coercitive n'est pas une réalité. Voilà, on parle beaucoup, mais dans les faits, il manque encore d'action énergique. Stéphane Ravier, hier, Marine Tondelier a parlé de ses ambitions pour Marseille. Est-ce que vous allez laisser la ville de Marseille aux mains des Verts et de Marine Tondelier? La situation risque de dégénérer. Que la bonne mère nous protège de ce nouveau fléau. On a déjà M. Dologu, Monsieur Dologu, le député LFI, qui a quelques difficultés de lecture, mais par contre, il a une lecture politique de Marseille extrêmement claire. Et c'est celle-là sur laquelle il faut apporter une attention toute particulière. Le LFI qui pèse de plus en plus à Marseille. Si en plus on a Madame Tondelier, je crois que l'avenir pour Marseille est loin d'être radieux. Mais je suis là. Marseille d'abord est là, et je tends la main encore une fois à tous ceux qui se reconnaissent dans ce vocable de droite, les droites, parce que le rendez-vous à Marseille en 2026 élections municipales, il est clair, c'est soit la gauche et l'extrême gauche, donc les Verts, les Rouges, les Dologu et compagnie, soit la ville est perdue, mais vraiment dans tous les domaines, en raison d'une division des droites, ou alors on arrive à se rassembler et on sauve Marseille. Justement, j'y viens en conclusion. Vous êtes là, vous serez là face à cette gauche. Face à cette gauche, il y a aussi Marion Maréchal qui vient de lancer son mouvement Identité et Liberté. Quel rôle vous y tiendrez? Quelle place vous y tiendrez? Est-ce que ça peut être un objectif pour Marseille 2026? Ça doit être une partie prenante, ça doit être un des éléments constitutifs de cette union des droites dont Marseille a tant besoin. Donc moi je vois ce mouvement d'un bon œil. Je dois voir Marion dans peu de temps pour en discuter. Mais bon, ma priorité c'est évidemment Marseille, mais nous aurons besoin d'identité et liberté, nous aurons besoin de reconquête, nous aurons besoin du Rassemblement national, nous aurons besoin de ces LR qui sont vraiment de droite et qui sont écrasés sous une chape de plomb du politiquement correct. Donc à tout cela, je leur dis, rassemblons-nous. Nous sommes d'accord sur le constat, nous sommes d'accord en grande partie sur les solutions à apporter à Marseille. Mettons nos égos de côté, mettons nos querelles perso de côté. Marseille en vaut la peine. Eh bien, on suivra ça de tout près, et puis en attendant, continuons de rester français, de jouer à la pétanque et de manger de l'aïoli devant la bonne mère. Absolument. Et petit message aux personnes qui nous suivent, si vous allez à Marseille et que vous y passez une nuit, s'il y a un feu d'artifice, ce n'est pas le 14 juillet, c'est qu'on a passé une très bonne journée, en tout cas les trafiquants ont fait une très belle journée, n'est-ce pas? C'est ça. On célèbre le chiffre par des feux d'artifice, qui sont festifs. Est-ce que vous avez 5 minutes à nous accorder? J'ai 5 minutes à vous accorder. Eh bien, vous restez ici. On accueille tout de suite Guillaume Fouquetot et Garen Schnorokian pour la revue de Moraline. Si vraiment il y a des personnes qui sont des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. La revue de Moraline. Quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France? C'est pas... Pourquoi non mais Guillaume Fouquetot. Guillaume, comme tous les jours, tu es parti à la pêche aux plus belles perles de nos amis gauchistes. La revue de Moraline, c'est parti. Guillaume, on ouvre cette revue de Moraline avec l'humoriste de RTL, Philippe Caverivière, qui considère que sans immigration, la France n'aurait pas de route, mais seulement des chantiers. On écoute. Alors, c'est vrai que la phrase « immigration n'est pas une chance pour la France », c'est violent pour tous les immigrés qui travaillent dur. T'enlèves les immigrés, t'as vu le chantier devant RTL? T'enlèves les immigrés, t'auras jamais une route, t'auras un chantier. Avec le gros Jean-Louis, les mains sur les hanches, qui contrôlera rien, vu que les Noirs et les Arabes seront partis. T'enlèves les immigrés à l'hôpital, il va manquer du personnel, et comme moi j'aime bien l'idée de pas mourir. Merci. Alors oui, c'est pas très drôle, c'est très bobo, très parisien. Voilà la définition même du bourgeois de gauche qui, déconnecté et sous couvert d'humour graveleux, considère qu'une certaine main-d'œuvre n'est issue uniquement de l'immigration. Mais non, monsieur Cavrivière, des blancs travaillent dans des chantiers, des aides-soignantes sont blanches et certains sont même des livreurs de repas. Et tous ces gens ne sont pas dénués de talent ou incompétents parce qu'ils sont blancs. Non. D'ailleurs, monsieur Cavrivière, sous votre gouverne, contrairement à ce que vous évoquez, la France n'a pas eu besoin de l'immigration pour ériger des cathédrales, pour construire Versailles ou pour remporter Verdun. Que ça vous plaise ou non, monsieur Cavrivière, ce pays était un temps le plus grand du monde et la France n'a jamais eu besoin d'immigration pour régner sur l'Europe. Stéphane Ravier.
Oui. La France n'aurait pas de route, mais seulement des chantiers. C'est bien l'image de la gauche, ça, qui voit l'immigration comme étant... ou les immigrés comme ne pouvant travailler que sur les chantiers. Femmes de ménage dans les hôpitaux, parce que le personnel dans les hôpitaux, il n'a pas parlé de médecins, c'est assez méprisant finalement envers l'immigration et envers les immigrés. Écoutez, chiche. Chiche. Comme la tour Eiffel qui aurait été construite par l'acier algérien. Puis c'est l'Algérie qui a construit la France, alors que c'est évidemment la France qui a, je dirais, non seulement construit, mais inventé l'Algérie. Ça fait partie du mythe, ça fait partie des mythes qui permettent à la gauche et à une droite mollassonne de faire croire aux Français que nous devons tout à l'immigration, alors que l'immigration est en réalité récente, que dans les années 60-70, elle a été une immigration de travail exigée par un certain patronat et appliqué par la droite, déjà la droite chiracienne, et puis c'est très vite devenu une immigration d'assistanat. Le travail, il n'y en a plus, et si l'on souhaite faire venir des étrangers encore dans ce pays, c'est pour continuer à faire pression sur les salaires. C'est parce que les Français, comme ailleurs, souhaitent, évidemment, ils sont tout à fait disposés à aller travailler sur les chantiers ou ailleurs, mais pour des salaires décents, mais il y a encore une forme un certain patronat qui ne veut pas répondre à ces demandes. Aussi parce que l'État ne veut pas se réformer et continue à racketter les employeurs par des charges toujours plus lourdes. Mais depuis une trentaine d'années, en réalité, l'immigration est une immigration d'assistanat social. 94% des étrangers qui viennent dans notre pays sont démunis de contrats de travail. Donc que l'on en finisse avec ce mythe. La France n'est pas une terre d'immigration, contrairement à ce a pu dire le président de la République il y a encore quelques jours. Et ce sont les Français qui ont bâti, construit, défendu notre beau pays de France. Garen ? Non, mais c'est vrai que sans l'immigration, on vivrait dans des huttes et on irait des chemins en terre battue, comme chez eux d'ailleurs. D'ailleurs, après 1945, jusqu'à l'arrivée des immigrés en 1960, on a vécu dans des maisons détruites. Rien n'a été construit. Vraiment, heureusement que l'immigration est là. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ces immigrés sont censés construire notre pays. Pourquoi ils construisent pas le leur, pour commencer ? Parce que vu l'état de l'Afrique, ils sont si talentueux, ils sont si merveilleux. Pourquoi est-ce qu'ils ne construisent pas leur pays ? Moi, j'aimerais en fait qu'on arrête de faire venir ces immigrés si talentueux, si travailleurs, pour qu'ils construisent enfin leur pays et qu'ils aient plus besoin de venir chez nous pour vivre de nos aides sociales. Je suis assez d'accord, je rejoins ce que vous dites tous les deux. Guillaume, tu disais la France n'est plus a été un grand pays, mais elle est encore un grand pays tant que nous serons toujours là. Et ça me frappe toujours d'imaginer que si demain toute cette immigration quittait le pays, on ne saurait pas faire. Sauf qu'en réalité, la France a toujours su faire quand elle se retrouvait au plus bas et prête à rebondir en fait précisément. On était même meilleurs. Bien sûr, il y aura un modèle économique on est champion là-dedans, de réinventer un modèle économique, de se refaire. Et je crois même, et on pourrait peut-être même faire sur l'aide au développement de l'Afrique, effectivement, réfléchir à ce que ces pays-là se développent pour éviter qu'ils ne viennent chez nous. Mais en plus, ça aurait des avantages écologiques pour nous, parce que d'une part, on éviterait toutes ces immigrations, on éviterait d'importer partout des réfugiés climatiques. En développant leur pays, on limiterait aussi la casse environnementale. Et puis, ça limiterait aussi la population présente sur le territoire français, parce qu'il y a un sujet aussi qu'on n'y vote pas assez, c'est que nous sommes trop nombreux sur le sol français. Nous sommes trop nombreux. Si on enlève l'immigration, on sera moins. On aura peut-être plus de chances d'avoir des logements où chacun pourra être logé, chacun pourra être nourri, et puis peut-être redémarrer ce que Éric Zemmour appelait la natalité blanche dans les campagnes, dans les provinces. Alors, l'aide au développement, on le donne déjà, ça nous coûte des milliards tous les ans, et la seule aide que ça leur permet d'avoir, c'est d'envoyer plus de gens chez nous. Va falloir peut-être qu'à un moment se dire, chacun chez soi, vous voulez reconstruire l'Afrique, allez-y, vous voulez reconstruire l'Afghanistan, allez-y, vous récupérez tous vos merveilleux travailleurs de chantier, et on voit. On laisse faire, on arrête de donner. Au contraire, moi j'aimerais qu'on arrête de donner de l'argent au développement, parce que cet argent ne sert à rien, il est volé, il est corrompu, il va dans les poches de dictateurs ou de demi-despotes dans les pays africains. Que chacun se débrouille. L'Afrique est un pays, un continent riche, merveilleux. Il y a des ressources minières, gazifières, pétrolières. Peut-être qu'on pourrait arrêter de filer les milliards d'euros de Nicolas, 30 ans, qui travaille comme un chien, qui paye déjà les retraités et les clandestins ici, et en plus qui paye les développements en Afrique. Si on foutait la paix aux Européens, aux Français, et que chacun se développait de son côté. Nous, en Europe, on n'a pas eu d'aide au développement d'autres pays pour construire l'incroyable continent sur lequel on est.
Stéphane Ravier. Si encore ces populations, celles et ceux qui en sont les porte-parole, disaient merci à la France. Si encore ils nous disaient merci. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que on ne cesse d'être qualifié de raciste, xénophobie, islamophobie, j'en passe, et des plus rocambolesques. Et je dis des plus rocambolesques parce que si nous étions aussi racistes que ça, nous devrions assister à un départ massif de ces étrangers qui sont sur les chantiers à faire nos routes, dans des conditions abominables, qui vivent dans des baraquements de fortune, alors qu'ils bénéficient en priorité des logements sociaux, des soins gratuits, etc. Bon. Donc ils devraient fuir ce pays qui est un enfer et rejoindre la mère patrie qui les attend, les bras ouverts, avec des torrents de miel, de richesse, etc. Le Wakanda, vous vous souvenez? Le Wakanda. C'est ça. Et ce n'est pas ce qui se produit. Au contraire, c'est 300, 400, 500 000 étrangers qui continuent à venir dans ce pays de l'abomination absolue. Chaque année, ça prouve bien que nous sommes un pays accueillant, trop accueillant, le plus tolérant du monde, trop tolérant du monde, en particulier évidemment envers tous ces criminels, ces délinquants, etc. Donc il faudrait en finir avec ce mythe de la France qui exploite les étrangers. S'ils viennent ici, c'est qu'ils quittent une situation qui est bien pire. Et une fois qu'ils ont mis le pied en France, en Europe et en France en particulier, eh bien ils souhaitent mettre le second et ne plus en partir, au détriment du peuple historique qui lui devient un peuple de seconde zone en matière d'emploi, parce qu'il y a une priorité étrangère en matière d'emploi, qui devient des citoyens de seconde zone en matière de soins quand ils sont en ruralité, pendant que justement dans les villes, la politique dite politique de la ville, qui est le cache-sexe de la politique d'immigration, déverse des milliards en direction de ces populations, pendant que les nôtres crèvent en ruralité en particulier. C'est ça la réalité. L'immigration nous coûte, selon un chercheur, M. Gourevitch, entre 55 milliards d'euros par an, sans compter le coût du sang, sans compter l'insécurité que cela engendre, sans compter ce grand remplacement, je dirais, de population, et ce grand remplacement culturel qui est en train vraiment de faire basculer notre vieux pays gaulois chrétien dans une toute autre dimension, toute autre réalité qui ressemble à une situation à la libanaise. Guillaume. Alors oui, vous parliez de ruralité il y a un instant. En l'occurrence pour ma revue de Moraline, là, monsieur Cavrivière, il s'agirait de sortir un petit peu de Paris, quoi. Parce que la ruralité, justement, il n'y a pas des Noirs partout qui sont sur les chantiers. On a aussi des Blancs qui travaillent en Ardèche, en Auvergne, partout. Pensez à mon papa d'ailleurs. Ça c'est très auto-centré, bobo de gauche, Paris, que Paris. Mais en fait il n'y a pas que Paris dans la France, il s'agirait de s'en rendre compte, quoi. En fait là où il n'y a pas d'immigrés, les poubelles sont quand même vidées, il y a quand même des éboueurs. Et ils sont talentueux ces gens-là aussi, quoi. Ils se réveillent très tôt. Ils se réveillent très tôt et il est... Je suis normal parce que c'est vraiment l'enjeu politique qui va advenir sur l'aide au développement sur l'Afrique. En fait ça va être un véritable enjeu de chantage diplomatique entre les matières premières que nous envoie aussi l'Afrique, l'argent que leur envoie et les laissez-passer consulaires. L'Afrique nous envoie pas de matières premières, on achète des matières premières. Non, mais, bien ils sûr, nous donnent pas gratuitement. Bien sûr, mais ils arrêteront. Il y a une gestion de laisser-passer consulaire. Si l'Algérie, si on arrête l'argent qui est donné à l'Algérie, bien évidemment que ça pèsera dans la balance sur les laissez-passer consulaires. Il y a des décisions politiques à prendre en fait, mais formelles. Ça passe par le courage. Le courage politique. Oui, c'est bon. Merci, tout le monde n'en est pas pourvu, c'est la classe politique. Il est 9h37, merci Stéphane, ravi d'avoir été présent avec nous. Merci les garçons. Et puis on se retrouve très bientôt. J'espère que vous reviendrez chez Frontières et dans la matinale. Je peux venir demain si vous voulez. Merci à tous de nous avoir écoutés et surtout n'oubliez pas de télécharger notre nouvelle application sur iOS. Vous pouvez nous écouter dessus. Surtout, soyez patients, nous arrivons bientôt sur Android. Même Garen l'attend impatiemment. Ouais. Normalement, ça pourrait être dans les prochains jours, peut-être même aujourd'hui, on croise les doigts. D'ailleurs, soyez attentifs car nous publierons un sondage sur notre site internet à 10h et nous en parlerons demain lors de l'interview frontale. Toute l'équipe de Frontières vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle aussi que notre magazine numéro 5, Trump, l'homme à abattre, est sorti et disponible dès à présent en kiosque et sur notre site internet. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Une folle idée a traversé l'Europe. Si l'humanité n'était régie par aucune frontière, alors le monde serait sauvé. La fin des murs, une planète sans conflit, un monde sans limite. Abolir la protection des États,
faire de notre nation un asile. Mais en abolissant ses frontières, un piège cruel s'est refermé sur nos pays. Réunir les cultures dans un même territoire n'a réconcilié personne. Les crises et les tensions se sont déplacées à nos portes. Exacerbées par la proximité, elles se sont révélées sans filtre, sans barrière, sans protection, éclatantes au grand jour, au seuil de nos maisons. Un vivre ensemble qui n'en est pas un. Face à la destruction des frontières, nous incarnerons l'ultime frontière. C'est le sens de notre engagement, sur le terrain, dans nos enquêtes, dans nos reportages, en donnant la parole, en montant au créneau. Du matin au soir, notre garde se transmettra sans baisser sa vigilance. Nous parlerons pour les dépossédés, ceux qui attendent que s'incarne cette lutte pour le territoire, pour le retour de nos frontières. Face à la sombre offensive de l'islamisme, nous répliquerons. Face aux trahisons de l'extrême gauche, nous sanctionnerons. Nous serons sur tous les terrains pour dénoncer les passeurs, les trafics d'êtres humains et la corruption. À l'offensive, pour impacter sur la vie politique du pays, pour affirmer la réalité à la face des puissants, avec nos méthodes, nos outils, nos réseaux, pour diffuser les informations que vous devez connaître, avec une ambition, devenir le vaisseau amiral qui ne capitule pas dans la tempête, celui qui tient le cap, celui qui force le pouvoir à reconnaître ses compromissions, ses omissions. Nous vous révélerons ce que les médias d'enquête de gauche veulent vous cacher, ce qu'ils acceptent, dans le silence, mais tout en sachant. Mais alors qu'ils se taisent, nous n'aurons aucun complexe à dire la vérité. À vous de nous rejoindre et de soutenir notre travail en téléchargeant notre nouvelle application mobile et pour les plus fervents, de souscrire un abonnement. Vous n'êtes plus seul. Désormais, vous pouvez compter sur Frontières.